Pour la plupart des gens, lorsqu'ils atteignent le milieu de la trentaine, presque tout en eux est déjà figé. Leurs habitudes, leurs réactions émotionnelles et même leur façon de voir le monde. Pensez-y un instant. 95% de ce que vous êtes aujourd'hui n'est que la simple répétition d'hier. Les stoïciens nous ont avertis il y a bien longtemps. Nous devenons ce que nous faisons de manière répétée. Ainsi, si vos journées se ressemblent, si vos pensées sont les mêmes, et si vos émotions ne changent pas, alors votre avenir est déjà écrit, à moins que vous ne décidiez de réécrire le scénario. Mais voici une vérité que peu de gens réalisent. Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé. Vous pouvez reprogrammer votre cerveau. Vous pouvez vous apprendre à penser différemment, à ressentir différemment et à vivre différemment. Et lorsque vous le faites, la vie ne s'améliore pas seulement, elle se transforme. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous pouvez enfin reprendre le contrôle de ces pensées et remodeler le destin qu'elles créent. Si vous êtes de ceux qui croient en la croissance, en la liberté, en la construction d'une vie pleine de sens plutôt que d'être entraîné par l'habitude, alors ce voyage est pour vous. Et si vous souhaitez continuer à parcourir ce chemin de sagesse avec moi, envisagez de vous abonner. Comme un choix pour vous-même, un engagement à rechercher la connaissance, à pratiquer la maîtrise de soi et à vivre chaque jour de manière plus intentionnelle. Chaque matin ressemble à un nouveau départ, et pourtant, la plupart d'entre nous répètent inconsciemment la journée précédente sans même s'en rendre compte. Au moment où vous ouvrez les yeux, le premier réflexe est souvent de saisir votre téléphone. Vous faites défiler des visages familiers, les mêmes débats, le flux incessant de gros titres et le bruit constant qui remplit votre esprit avant même que vous n'ayez pris une respiration. Puis, sans réfléchir, vous sortez du lit du même côté que d'habitude, buvez le même café, empruntez le même trajet et voyez les mêmes personnes qui déclenchent en vous les mêmes émotions. Jour après jour, le schéma se répète. Cela semble confortable. Cela semble normal. Mais la vérité, c'est qu'il s'agit d'un programme qui tourne silencieusement en arrière-plan. Marc Aurèle a dit un jour, « L'âme se teint de la couleur de ses pensées. » Si nos pensées restent inchangées, il en va de même pour l'essence de ce que nous sommes. La vie devient prévisible, non pas parce que le monde nous limite, mais parce que nous vivons comme si le passé dictait l'avenir. Ce qui semble être la liberté n'est souvent qu'une illusion. Nous disons vouloir changer, être en meilleure santé, plus heureux, plus libres, mais nos corps et nos esprits sont obstinément liés à l'habitude. Vous pouvez imaginer cela comme un scénario que vous ne cessez jamais de jouer. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté ne vient pas du fait de faire ce que l'on veut, mais de la maîtrise de soi. Lorsque vous répétez les mêmes émotions, les mêmes réponses, les mêmes croyances, vos choix ne sont pas vraiment des choix, ce sont des répétitions. Carl Jung a prévenu. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. La plupart d'entre nous appellent cela le destin, alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'un programme non examiné, un programme qui nous fait vivre la même vie avec des costumes légèrement différents. Le danger ne réside pas seulement dans la routine elle-même, mais dans les émotions que nous y attachons. Chaque souvenir porte un sentiment, et lorsque vous commencez votre journée en vous remémorant des problèmes ou des déceptions, vous traînez instantanément le passé dans le présent. L'esprit ne lâche pas prise facilement. Il s'accroche à ce qui est connu, même si ce qui est connu vous fait souffrir. Sénèque a dit un jour, « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. » Ces peurs et ces chagrins d'hier n'existent plus, et pourtant l'imagination les dépeint de manière si vivide que le corps réagit comme s'il se produisait encore maintenant. Vous sentez le poids, vous revivez la douleur, et bientôt,
votre état d'être est une fois de plus teinté par des souvenirs qui auraient dû être laissés derrière. Pensez à la manière dont le cycle fonctionne. Une seule pensée anxieuse déclenche une réaction physique. Une tension dans votre poitrine, un nœud dans votre estomac. Et cette réaction convainc votre cerveau que la pensée était réelle. L'un nourrit l'autre jusqu'à ce qu'il ne soit plus clair lequel est apparu en premier. À ce stade, vous ne faites plus simplement l'expérience du stress. Vous êtes devenu le stress lui-même. C'est pourquoi le changement semble si peu naturel. Il ne s'agit pas seulement de rompre avec des habitudes d'action. Il s'agit de rompre avec des habitudes de ressenti. Sortir de ce schéma est inconfortable, et c'est précisément cet inconfort qui pousse tant de gens à l'éviter. Le corps préfère le familier, même si le familier est la souffrance. Au moment où vous décidez de réagir différemment, de retenir un reproche, d'arrêter de ressasser la culpabilité, cela vous semble anormal. Cette résistance intérieure vous murmure des mensonges convaincants. « Commence demain. Tu ne peux pas changer. Ce n'est pas qui tu es. » Mais cette voix n'est pas la vérité. C'est l'histoire. Platon a observé. La première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Ah, la bataille n'est pas contre le monde, mais contre l'attraction du familier. Entrer dans l'inconnu, c'est entrer dans la vie elle-même, et bien que le corps résiste, c'est la seule voie à suivre. Le stress amplifie ce cycle. Contrairement aux animaux qui retournent à la paix une fois le danger passé, nous, les humains, pouvons invoquer la peur par la seule pensée. Un cerf échappe à un prédateur et retourne calmement paître. Mais un humain se souvient d'une insulte, la rejoue dans sa tête et réactive toute la réponse au stress, encore et encore. Le corps, conçu pour l'équilibre, ne peut supporter un état d'urgence permanent. Épictète nous a rappelé, ce ne sont pas les événements qui vous arrivent, mais la manière dont vous y réagissez qui importe. La plupart d'entre nous réagissent à ce qui n'existe plus. Et ce faisant, nous créons de nouvelles blessures là où il ne devrait y en avoir aucune. Le stress ne devient pas un état passager, mais un mode de vie, et finalement, une maladie. Pourtant, si les pensées peuvent nous rendre malades, elles peuvent aussi nous guérir. La même imagination qui nous enchaîne au passé peut nous libérer vers l'avenir. Votre cerveau ne fait pas de distinction nette entre une action répétée mentalement et une expérience vécue. Lorsque vous imaginez clairement, lorsque vous ressentez l'émotion du changement avant qu'il n'arrive, vous plantez des graines dans le sol de votre esprit. Avec le temps, ces graines deviennent de nouvelles habitudes, de nouvelles croyances, de nouvelles manières d'être. Socrate a dit un jour, « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. » Examiner votre vie, c'est arracher les mauvaises herbes de la pensée qui ne vous servent plus et faire de la place pour la croissance. La liberté ne se trouve pas dans la recherche de la nouveauté à l'extérieur de soi, mais dans la reprogrammation de ce qui est à l'intérieur. Chaque fois que vous surprenez le cycle, la même pensée, le même sentiment, la même réaction, vous avez la chance de choisir différemment. De petits choix, faits de manière constante, modifient le programme. Lentement, l'inconscient devient conscient, et ce qui ressemblait autrefois à une fatalité commence à ressembler à une possibilité. Les stoïciens ne promettaient pas la facilité. Ils promettaient la résilience. Et la résilience vient de la compréhension que vous n'êtes pas la somme de vos émotions passées, mais l'auteur de vos émotions présentes. La question demeure donc, laisserez-vous le programme d'hier diriger la vie de demain, ou reprendrez-vous le scénario en main? La réponse ne se trouve pas dans de grands gestes, mais dans une simple prise de conscience, dans le courage de faire une pause, de choisir et d'entrer dans l'inconfort. Car de l'autre côté de l'inconfort se trouve la liberté, et la liberté a toujours été le véritable but de la vie examinée.
Nous croyons souvent que les choix que nous faisons chaque jour naissent de notre libre arbitre. Nous nous disons que nous avons le contrôle, que lorsque nous décidons de commencer une nouvelle habitude, de changer un comportement ou même de remodeler le cours de notre vie, cela ne dépend que de nous. Et en surface, cela semble vrai. Vous pourriez vous réveiller un matin avec un fort désir de quelque chose de différent en vous murmurant « Je veux être plus heureux, je veux être en meilleure santé, je veux changer. » Mais c'est là que les choses se compliquent. L'esprit conscient peut désirer ces choses, mais le corps n'est pas si facile à convaincre. Le corps a été entraîné par des années de répétition, par des cycles d'émotions et d'expériences qui se sont gravés dans sa mémoire. Il n'écoute pas ce que vous dites vouloir. Il écoute ce qu'il a pratiqué pendant des décennies. Imaginez votre corps comme un animal têtu qui n'a appris qu'un seul chemin à travers la forêt. Vous pouvez vous tenir à la lisière et indiquer une nouvelle direction, mais l'animal, par habitude, retournera sur le même sentier qu'il a toujours emprunté. Ce sentier est familier. Il semble sûr, même s'il mène à la douleur, au stress, à la culpabilité, au doute, à la frustration. Ce sont des langages que le corps parle couramment. Et parce que le familier semble toujours plus facile que l'inconnu, le corps vous tirera en arrière, vous ramenant à vos anciens schémas, peu importe à quel point votre esprit crie au changement. Le problème n'est pas que vous manquiez de désir d'amélioration, mais que le désir seul ne suffit pas à surmonter ce qui a été programmé en vous. Des années à vivre de la même manière créent des sillons émotionnels si profonds que vous y retombez sans même y penser. Vous pouvez décider d'arrêter de vous plaindre, mais dès que l'inconfort surgit, votre langue bouge plus vite que votre résolution. Vous pouvez jurer de ne plus laisser la peur vous contrôler, mais dès que la vie semble incertaine, la peur revient en force comme un vieil ami que vous ne pouvez pas tout à fait ignorer. C'est pourquoi tant de gens se sentent coincés, déchirés entre la vie qu'ils désirent et celle qu'ils ne cessent de répéter. Ils confondent la volonté avec la liberté, alors qu'en réalité, la liberté vient de la reprogrammation. Les stoïciens étaient clairs sur ce point. La liberté ne consiste pas à faire ce que nous voulons, quand nous le voulons. Il ne s'agit pas de rechercher le confort ou d'éviter la douleur. Épictète a dit « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». La liberté vient lorsque nous ne servons plus les émotions et les habitudes qui nous asservissent, lorsque nos choix ne sont plus dictés par la peur, l'impulsion ou l'attraction du familier. Et cette maîtrise ne vient pas d'une seule décision. Elle vient d'une pratique quotidienne, en entrant dans l'inconfort encore et encore, jusqu'à ce que l'inhabituel devienne le nouveau familier. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes promis de changer demain. Le corps résiste aujourd'hui, alors vous faites un compromis avec l'idée du « plus tard ». Je commencerai à mieux manger la semaine prochaine. Je quitterai cette relation toxique après la prochaine dispute. Je poursuivrai mon rêve quand le moment sera venu. Mais la vérité, c'est que demain n'arrive que rarement. Le programme parle avec la voix du report, vous convainquant que vous agirez dans le futur tout en s'assurant que vous restiez piégé dans le présent. Cette illusion du libre arbitre explique pourquoi tant de gens attendent une crise avant de vraiment changer. La douleur les sort brutalement du confort de la routine. Une perte, une maladie, une rupture ou une tragédie secoue suffisamment le corps pour permettre à l'esprit de le rediriger. Mais pourquoi attendre le désastre? Le choix de vous reprogrammer n'a pas à vous être imposé. Il peut être fait dans un moment de lucidité, en reconnaissant que si vous n'agissez pas maintenant, les mêmes schémas régiront le reste de votre vie. Sénèque a dit un jour « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Perdre sa vie ne signifie pas seulement l'oisiveté.
Cela signifie répéter le même cycle jusqu'à ce que le temps se soit écoulé. Ce qui est difficile dans ce chemin, c'est qu'il exige de l'honnêteté. Vous devez admettre que la vie que vous appelez la vôtre est peut-être, en vérité, principalement, une répétition. Cette honnêteté est inconfortable, mais c'est le point de départ de la liberté. Lorsque vous sentez le corps vous tirer vers la colère, le doute de soi, la distraction sans fin, vous devez faire une pause et le voir clairement. Vous devez vous rappeler que cette attraction n'est pas qui vous êtes, mais simplement le programme qui fait ce qu'il sait faire de mieux. Chaque fois que vous résistez à cette attraction, même de la plus petite des manières, vous affaiblissez l'illusion que le programme a le contrôle. Cela peut être aussi simple que de ne pas prendre votre téléphone au réveil ou de choisir de répondre avec patience au lieu de l'irritation lorsque quelqu'un vous provoque. Ces moments peuvent sembler insignifiants, mais ils s'accumulent. Lentement, l'animal têtu apprend de nouveaux chemins à travers la forêt. Lentement, le corps apprend à faire de nouveau confiance à l'esprit. Et lorsque cela se produit, le libre arbitre n'est plus une illusion. C'est une réalité vivante. Le vrai changement consiste moins à forcer votre corps à obéir qu'à lui apprendre à suivre un nouveau rythme. Il s'agit de se reprogrammer pensée par pensée, émotion par émotion, jusqu'à ce que ce qui semblait autrefois impossible devienne naturel. La liberté commence lorsque l'esprit conscient et le corps s'alignent enfin, lorsque vos choix ne sont plus détournés par les échos du passé, mais guidés par la clarté du présent. C'est le don de la maîtrise de soi, et c'est là que le véritable libre arbitre commence. Chaque journée commence de la même manière pour beaucoup de gens, non pas avec un sentiment de liberté, mais avec un retour silencieux à hier. Dès que les yeux s'ouvrent, l'esprit commence à passer en revue les problèmes, les déceptions et les conversations inachevées. Sans même s'en rendre compte, la première respiration du matin est teintée par le souvenir du passé. La dispute qui vous a laissé mal à l'aise, l'inquiétude concernant les factures, le regret d'une erreur, tout cela refait surface, non pas comme de vagues souvenirs, mais comme des émotions vivantes. Et une fois que ces émotions reviennent, elles façonnent votre perception de tout ce qui suit. Ce qui devrait être un nouveau départ devient rapidement la continuation des fardeaux d'hier. Cela semble naturel parce que c'est une pratique. Mais en vérité, ce n'est rien de plus que le passé qui se rejoue à travers vous. Voilà le vrai piège. Le corps ne fait pas la différence entre ce qui se passe maintenant et ce qui a été remémoré avec intensité. Lorsque vous vous souvenez d'un moment douloureux, le cœur s'accélère, les muscles se tendent, l'estomac se noue. Vous revivez une vieille expérience dans le moment présent comme si elle se produisait à nouveau. Et plus vous faites cela, plus votre système nerveux apprend à réagir à la mémoire comme s'il s'agissait de la réalité. Épictète avait raison de dire « Nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité ». Une grande partie de la douleur qui vous pèse n'est pas causée par la vie en cet instant précis, mais par l'insistance de l'esprit à transporter hier dans aujourd'hui. Il est facile de sous-estimer le coût de ce cycle. Chaque blessure remémorée devient une lentille, et à travers cette lentille, vous interprétez toute votre journée. Si vous vous réveillez en pensant à une trahison, la confiance semblera impossible. Si vous vous réveillez en ressassant un échec, l'opportunité vous semblera hors de portée. Le passé agit comme un filtre qui colore chaque expérience présente de sa propre teinte. Et bientôt, le présent n'est plus vraiment présent. Il n'est que le passé déguisé. Marc Aurèle a observé un jour. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si ces pensées sont entièrement empruntées à la mémoire, le bonheur reste enfermé, otage de ce qui s'est déjà produit. Le danger plus profond est que ces souvenirs répétés se durcissent
pour devenir une identité. Remémorez-vous une déception assez longtemps, et vous ne la verrez plus comme quelque chose qui s'est produit. Vous la verrez comme ce que vous êtes. La tristesse devient votre nature. L'anxiété devient votre normalité. Le ressentiment devient votre personnalité. Et parce que l'esprit et le corps s'habituent à ces émotions, ils résistent à toute tentative de les dépasser. C'est pourquoi les gens ont tant de mal à créer de nouveaux avenirs. Si l'esprit regarde constamment le passé, alors le corps ressent constamment le passé. Et ensemble, ils recréent les mêmes expériences encore et encore. Vous pouvez dire que vous voulez changer, mais si vos émotions sont ancrées à hier, vous ne ferez que répéter ce que vous connaissez. C'est comme tourner en rond et appeler cela du progrès. Les stoïciens nous ont mis en garde contre cette tendance à être asservis non pas par les autres, mais par nos propres habitudes de pensée. Pour voir à quel point cette prison est solide, pensez à un moment où vous avez essayé d'avancer, mais vous vous êtes senti enchaîné par l'hésitation. Une personne peut quitter une relation néfaste, mais se réveiller chaque matin avec le poids de sa douleur. Une autre peut saisir une nouvelle opportunité, mais porter en elle la voix du doute formé des années auparavant. Dans les deux cas, le passé n'est pas parti. Il est actif, il est vivant, et il gouverne le moment présent. Les barreaux de cette prison ne sont pas faits d'acier, mais de souvenirs trop souvent répétés. Et pourtant, ce cycle n'est pas permanent. Tout comme les pensées du passé peuvent être rejouées, les pensées du futur peuvent être répétées. Le cerveau ne peut pas toujours faire la différence entre ce qui est imaginé de manière vivide et ce qui est expérimenté. C'est pourquoi envisager une vie différente, construite sur de nouvelles émotions et de nouvelles réponses, peut commencer à reprogrammer ce qui semble automatique. Le travail n'est pas facile, car le passé semble confortable, même lorsqu'il fait mal. La familiarité nous trompe en nous faisant prendre la souffrance pour de la sécurité, mais la croissance exige de l'inconfort. Sortir de la prison de la mémoire demande le courage de s'asseoir avec le malaise, de résister à l'envie de se définir par de vieilles émotions et d'en pratiquer de nouvelles jusqu'à ce qu'elles commencent à sembler réelles. Chaque matin offre cette chance. Vous pouvez vous réveiller et répéter immédiatement la même histoire de qui vous étiez. Ou vous pouvez faire une pause, remarquer l'attraction de la mémoire et choisir d'imaginer autre chose. Ce pourrait être juste un moment de calme, une respiration de gratitude ou une vision de la personne que vous voulez devenir. De petits actes, répétés, commencent à déplacer le poids du passé et à ouvrir la porte vers l'avenir. La prison est solide, mais elle n'est pas absolue. Et une fois que vous réalisez que la clé a toujours été entre vos mains, vous pouvez enfin dépasser hier et commencer à vivre aujourd'hui comme il était censé être vécu, libre, ouvert et sans chaîne. Une seule pensée peut sembler inoffensive au début, une lueur d'inquiétude traversant l'esprit. Mais si on la laisse faire, elle s'implante profondément et, presque instantanément, le corps commence à réagir. Le rythme cardiaque augmente, les muscles se tendent, la respiration se raccourcit. Ce qui n'était au départ qu'une simple idée ressemble maintenant à une menace réelle. L'anxiété naît, non pas du monde extérieur, mais de l'image peinte à l'intérieur. Et c'est là que réside le piège. L'anxiété vient alors confirmer la pensée qui l'a créée. L'esprit dit « Tu vois, tu es en danger », parce que le corps tremble comme si c'était vrai. Le cycle s'approfondit, la pensée et l'émotion s'alimentant mutuellement dans une boucle si serrée qu'avant longtemps, vous ne séparez plus l'une de l'autre. Vous ne pensez plus au stress, vous le devenez. C'est pourquoi le changement semble si peu naturel. Il ne s'agit pas seulement de résister à une habitude d'action, sauter la cigarette, éviter les commérages,
briser la routine. Il s'agit de désapprendre les émotions qui accompagnent ces habitudes. Le corps a mémorisé ce que cela fait de s'inquiéter, de pleurer, d'avoir peur. Et lorsque vous tentez d'entrer dans quelque chose de nouveau, le corps résiste, non pas parce qu'il est paresseux, mais parce qu'il ne peut pas lâcher les émotions qu'il connaît le mieux. Voyez à quelle vitesse la boucle peut se former. Une seule pensée craintive. Je vais échouer. Ils vont me rejeter. Quelque chose de mal va arriver, provoque immédiatement le corps. Puis le tremblement du corps confirme la pensée. L'esprit dit « Oui, ça doit être vrai, regarde comme je me sens mal. » Et ainsi le cycle continue. Carl Jung a noté un jour « Ce à quoi vous résistez persiste. » Émile Annier. Plus vous combattez les sentiments sans comprendre leurs racines, plus ils reviennent, renforcés par votre propre résistance. La boucle se solidifie alors en une identité. L'anxiété ne devient pas seulement un état passager, mais qui je suis. La tristesse ne devient pas une humeur temporaire, mais un trait permanent. Et bientôt, une personne ne fait plus l'expérience des émotions. Elle vit en tant que ces émotions. Ce cycle est puissant car il conditionne le corps à anticiper les sentiments avant même que l'esprit n'ait parlé. Entrez dans une pièce où vous avez autrefois ressenti de la honte, et le corps rougit avant même que la pensée ne se forme. Asseyez-vous pour travailler sur une tâche qui a autrefois déclenché le doute, et le corps devient agité avant que vous n'ayez commencé. La mémoire émotionnelle précède le choix conscient, vous ramenant dans la boucle. Marc Aurèle a prévenu. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Pourtant, trop souvent, nous oublions ce pouvoir. Nous nous abandonnons aux anciens schémas du corps, rejouant les émotions d'hier comme si elles étaient des vérités inéluctables. Cette boucle prospère également car elle s'auto-alimente. Chaque émotion est liée à une chimie particulière. Le corps devient dépendant du cocktail familier des hormones du stress, et bien que cela lui nuise, cette sensation lui paraît naturelle. S'en libérer signifie non seulement résister à la pensée, mais aussi endurer le sevrage de l'émotion elle-même. C'est pourquoi beaucoup retournent à leurs vieilles habitudes, même en sachant qu'elles sont néfastes. Le corps réclame ce qu'il connaît, même si c'est la souffrance. Il murmure que l'inconfort est synonyme de danger, alors qu'en réalité, cet inconfort est le seuil de la liberté. Cependant, l'imagination n'est pas seulement une prison, elle est aussi la clé. Le même esprit qui peut rejouer la peur à l'infini peut aussi répéter le courage. Le même corps qui a mémorisé le chagrin peut apprendre à mémoriser la joie. Lorsque vous fermez les yeux et que vous visualisez avec clarté un futur vous-même, calme, fort, inébranlable, le cerveau commence à construire les connexions neuronales comme si c'était déjà la réalité. Lentement, la boucle commence à changer de direction. Au lieu que la peur nourrisse l'anxiété, l'espoir nourrit l'action. Au lieu que le doute confirme la faiblesse, la vision confirme la force. L'imagination n'est pas l'ennemi. Elle est le sol dans lequel poussent à la fois les mauvaises herbes et les fleurs, et c'est votre attention qui décide lesquelles s'épanouiront. Ce processus exige de la patience. Des boucles pratiquées pendant des années ne se dissoudront pas en une nuit, mais chaque fois que vous surprenez le cycle en action, vous affaiblissez son emprise. Remarquez la pensée craintive. Sentez la montée d'anxiété, et au lieu de laisser le corps confirmer le mensonge, respirez et rappelez-vous que ceci est un souvenir, pas la réalité. Socrate a dit un jour, « Le secret du changement, c'est de concentrer toute son énergie non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. »
on ne brise pas la boucle en luttant sans fin contre elle. On la brise en redirigeant son attention, en enseignant au corps de nouvelles émotions jusqu'à ce que les anciennes s'estompent par manque d'usage. La boucle émotionnelle peut ressembler à une cage, mais elle n'est pas faite d'acier incassable. Elle est bâtie d'habitudes, et les habitudes peuvent être changées. Avec la conscience, la pratique et le courage d'endurer l'inconfort, vous pouvez sortir du cycle et commencer à vivre en tant que quelqu'un de nouveau. Et lorsque cela se produit, cette même imagination qui vous a autrefois piégé devient la force même qui vous libère. Le changement semble toujours inspirant lorsque nous y pensons, mais dès que nous essayons de le vivre, la résistance apparaît comme une ombre. Vous décidez de prendre un chemin différent, même pour une petite chose, et soudain, le corps proteste, le cœur s'emballe, l'estomac se noue, l'esprit se remplit de doutes. Un murmure surgit presque immédiatement. Ça ne semble pas juste. Commence demain. Tu ne changeras jamais. Ces mots semblent convaincants, mais ils ne sont pas la vérité. Ce sont des échos du passé. C'est pourquoi tant de gens restent coincés, répétant les mêmes schémas année après année. Le corps a été conditionné à traiter l'inconnu comme un danger, même lorsque le familier est la misère. Pensez-y. Rester dans une relation toxique semble plus facile que de partir. S'accrocher à des habitudes malsaines semble plus confortable que d'en construire de nouvelles. L'esprit rêve de changement, mais le corps s'accroche à la routine, car le corps fait confiance à ce qu'il connaît, pas à ce qu'il espère. Marc Aurèle a dit un jour « Ce n'est pas la mort qu'un homme devrait craindre, mais il devrait craindre de ne jamais commencer à vivre. » Ne jamais s'aventurer dans l'inconnu, c'est ne jamais vivre vraiment. Pourtant, la résistance nous persuade de confondre la survie avec la vie. Le pouvoir de la résistance réside dans son déguisement. Elle ne crie pas. Elle murmure. Elle parle avec des rationalisations qui semblent inoffensives. Tu es trop fatigué aujourd'hui. Le moment n'est pas opportun, peut-être quand tu te sentiras plus préparé. Ces excuses ne sonnent pas comme du sabotage, mais elles retardent discrètement l'action, parfois pendant des années. Sénèque a noté « Pendant que nous remettons à plus tard, la vie passe. » Et la résistance prospère sur le report. Elle n'a pas besoin de vous vaincre en un seul instant. Il lui suffit de vous convaincre d'attendre, encore et encore, jusqu'à ce que l'occasion de changer s'évanouisse. Et pourtant, chaque moment de résistance porte en lui un choix. Vous pouvez vous abandonner au familier, ou vous pouvez entrer dans l'inconnu et endurer l'inconfort qui l'accompagne. L'inconfort n'est pas l'ennemi. L'inconfort est la preuve que vous dépassez les limites de votre ancien vous. Aristote disait « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » L'habitude de résister à l'inconfort mène à la stagnation, mais l'habitude de l'affronter, de s'y pencher, crée l'excellence. Chaque petite victoire sur la résistance reprogramme le corps, lui apprenant à faire confiance à ce qui semblait autrefois dangereux. Mais voici le défi. Le corps n'abandonne pas facilement. Plus vous avez vécu d'une certaine manière, plus la résistance devient bruyante lorsque vous essayez de changer. Les vieilles émotions remontent à la surface. La culpabilité, la honte, la peur, toutes se liguent pour vous ramener vers le familier. On a l'impression de se trahir soi-même, mais en vérité, on ne trahit que la version de soi qui nous a maintenus petits. Pensez à la résistance comme au gardien du seuil. Dans chaque mythe, le héros rencontre un gardien avant d'entrer dans un nouveau monde. Ce personnage existe pour tester sa détermination, pour s'assurer que le héros désire vraiment la transformation à venir.
La résistance est votre gardien intérieur. Son rôle n'est pas de vous détruire, mais de défier votre volonté. Si vous la reconnaissez pour ce qu'elle est, vous cessez de la confondre avec la vérité. Au lieu de cela, vous la voyez comme un signe que vous avancez dans la bonne direction, que la croissance est proche. Le paradoxe de la résistance est qu'elle devient souvent la plus forte juste avant une percée. Lorsque vous êtes le plus proche du changement, l'attraction du familier est la plus intense. Le corps supplie de retourner à ce qu'il connaît. L'esprit invente des raisons d'arrêter. Mais si vous pouvez endurer ce moment, si vous pouvez respirer à travers la panique, faire taire les excuses et faire ne serait-ce qu'un seul pas en avant, l'emprise de la résistance s'affaiblit. Chaque fois que vous la dépassez, l'inconnu devient moins menaçant et le familier perd son pouvoir sur vous. Avec le temps, ce qui semblait impossible commence à paraître naturel. Le nouveau devient familier et la résistance s'estompe. Mais elle ne disparaît jamais complètement. À chaque étape de la croissance, elle revient, murmurant à nouveau, testant à nouveau. Ce n'est pas un échec, c'est la vie. Le travail du changement ne consiste pas à éliminer la résistance, mais à développer la force d'avancer, même lorsqu'elle apparaît. De cette façon, la résistance se transforme d'ennemi en enseignante, vous rappelant que chaque pas dans l'inconnu est un pas pour devenir plus que ce que vous étiez auparavant. Alors, la prochaine fois que vous entendrez ce murmure vous dire d'attendre, d'abandonner ou de rester où vous êtes, reconnaissez-le pour ce qu'il est, la voix de votre passé, essayant de se protéger. Vous n'êtes plus ce passé. Vous êtes la possibilité de ce qui vient après. Et au moment où vous choisissez d'agir malgré la résistance, vous reconquérez votre liberté et entrez dans la vie qui vous attendait depuis toujours. Le stress n'a jamais été conçu pour être un compagnon permanent. Dans la nature, il existe comme une brève explosion d'énergie, un outil de survie destiné à protéger la vie en cas de danger. Imaginez un cerf poursuivi par des loups. Son corps est inondé d'adrénaline, chaque muscle prêt à courir. Lorsqu'il s'échappe, l'événement est terminé. Le cerf retourne paître, son corps retrouve son équilibre. C'est ainsi que la réponse au stress a été conçue, temporaire, intentionnelle, puis relâchée. Mais les êtres humains compliquent ce mécanisme. Contrairement au cerf, nous n'avons pas besoin de prédateurs pour déclencher le stress. Une seule pensée, une vieille dispute rejouée dans notre esprit, ou même le souvenir d'un échec peut activer la même réponse de survie. Le corps ne fait pas la différence entre un danger réel et une menace imaginaire. Ainsi, beaucoup d'entre nous vivent en mode d'urgence non pas pendant quelques minutes, mais pendant des jours, des semaines, voire des années. Cet état d'alerte constant peut sembler ordinaire parce qu'il est devenu familier, mais il est tout sauf naturel. Aucun système ne peut survivre en mode de crise indéfiniment. Lorsque le corps est inondé d'hormones de stress, le système immunitaire s'affaiblit, la digestion ralentit et le sommeil perd de sa profondeur. Les fonctions mêmes qui nous maintiennent en vie et en bonne santé sont sacrifiées pour l'illusion de la survie. Marc Aurèle a dit un jour: « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur elle. » Le poids du stress ne vient pas seulement du monde, mais du sens que nous donnons à nos pensées et à nos souvenirs. Nous choisissons, souvent inconsciemment, de vivre comme si le danger ne finissait jamais. Et quand le danger ne finit jamais, la vie elle-même commence à rétrécir. Au lieu de profiter des moments de paix, nous cherchons constamment des problèmes. Au lieu de nous reposer dans le présent, nous anticipons la prochaine crise. C'est pourquoi les gens se réveillent déjà tendus, pourquoi leurs épaules sont douloureuses le soir, pourquoi leurs nuits sont agitées. Ils vivent dans un corps convaincu qu'il doit toujours être prêt à se battre ou à fuir. Les stoïciens nous appelaient à vivre en accord avec la nature,
Mais il n'y a rien de naturel dans un corps enfermé dans un combat permanent contre lui-même. Sénèque nous a prévenus. Il souffre plus que nécessaire, celui qui souffre avant que ce ne soit nécessaire. Le stress nous fait souffrir non seulement pendant les épreuves réelles, mais aussi en prévision de difficultés qui pourraient ne jamais survenir. Pensez à la fréquence à laquelle le stress apparaît, non pas à cause de ce qui se passe maintenant, mais à cause de répétitions de ce qui pourrait arriver. Vous vous souvenez d'un conflit au travail, et votre corps le revit. Vous imaginez une dispute avec un être cher, et votre corps se prépare comme si les mots avaient déjà été prononcés. Même les embouteillages, les soucis financiers ou les plus petits inconvénients déclenchent des réactions bien disproportionnées par rapport au moment présent. Carl Jung a observé un jour: la névrose est toujours un substitut à une souffrance légitime. Une grande partie de notre stress moderne est précisément cela. Une souffrance créée pour combler le silence, une réaction à des menaces imaginaires, tandis que les vrais défis de la vie restent sans réponse. Avec le temps, le stress devient plus qu'une réaction, il devient une identité. Les gens se décrivent comme anxieux, dépassés, épuisés, comme si ces états étaient des étiquettes permanentes plutôt que des déséquilibres temporaires. Cette identification rend l'évasion encore plus difficile. Lorsque l'esprit croit qu'il est le stress, le corps obéit, le cycle se resserre et le mode d'urgence devient la norme. Épictète nous a rappelé: ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Les jugements que nous portons sur nos pensées et nos expériences déterminent si nous souffrons une fois ou si nous souffrons sans fin. Et pourtant, même si le stress semble être un ennemi, il peut servir de maître. Il nous montre où nous sommes les plus vulnérables, où nos attentes se heurtent à la réalité, où nos jugements déforment la vérité. Si nous prenons le temps de remarquer le stress, d'examiner la pensée qui l'a déclenché, nous commençons à voir clairement l'écart entre la réalité et notre réaction. Aristote disait: l'énergie de l'esprit est l'essence de la vie. Si cette énergie est consumée par le stress, alors la vie elle-même est vidée de sa vitalité. Mais si nous redirigeons cette énergie de la peur constante vers la conscience, du jugement vers l'acceptation, alors la vie commence à se restaurer. Le chemin à suivre consiste à choisir de ne pas vivre comme le cerf qui ne cesse jamais de courir. Le stress nous rendra toujours visite, mais il n'a pas à nous posséder. La nature a voulu que l'équilibre suive la perturbation, que le calme suive le chaos. Plus nous honorons ce rythme, plus nous devenons forts. La résistance à cette vérité nous affaiblit. L'alignement avec elle nous rend résilients. Les stoïciens savaient que la paix ne vient pas de l'élimination des difficultés, mais de la capacité à les affronter sans nous y perdre. Le stress peut être le destructeur silencieux lorsqu'il n'est pas examiné, mais, une fois compris, il devient le signal qu'il est temps de revenir à l'équilibre. Alors, la prochaine fois que le stress monte, remarquez-le. Reconnaissez qu'il n'est pas un ordre, mais un signal. Pas une destinée, mais un choix. Vous pouvez le nourrir avec plus de pensée et plus de peur. Ou vous pouvez faire une pause, respirer et permettre au corps de revenir à son état naturel. Les loups que vous fuyez existent principalement dans votre esprit, et une fois que vous le voyez, vous pouvez arrêter de courir, revenir au présent et commencer à vivre dans la liberté que la nature a toujours voulu pour vous. Si le passé vous semble lourd, c'est parce que vous marchez dans un jardin qui n'a pas été entretenu depuis des années. Chaque rancune, chaque regret, chaque souvenir répété d'un échec est comme une mauvaise herbe qu'on a laissé se propager sans contrôle. Plus elle reste, plus ses racines s'enfoncent profondément, jusqu'à ce que le jardin ne reflète plus les possibilités,
mais seulement les ombres de ce qui a déjà été. Pour avancer, ces racines doivent être arrachées, non avec colère, non avec ressentiment, mais avec conscience. Vous les voyez pour ce qu'elles sont, les restes d'une histoire qui ne vous sert plus. Marc Aurèle a dit un jour: « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Si vos pensées sont des mauvaises herbes, votre vie devient une friche. Si ce sont des graines de force et de vision, votre vie devient un champ de croissance. Le processus ne commence pas par la plantation de nouvelles idées, mais par la préparation du sol de l'esprit. Vous ne pouvez pas semer de nouvelles graines tant que l'amertume et l'apitoiement étouffent encore la terre. La conscience est la bêche qui retourne le sol. Cela signifie remarquer quand les anciens schémas reviennent, quand l'esprit s'accroche au blâme ou rejoue les blessures. Cela signifie refuser d'arroser ce que vous ne souhaitez plus voir grandir. Ce travail peut sembler inconfortable, car les mauvaises herbes familières se déguisent souvent dans l'identité. Je suis ma colère, je suis mon échec, je suis ma culpabilité. Mais Carl Jung nous a rappelé: je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. L'acte de déraciner est l'acte de reprendre le choix, de refuser de laisser l'identité d'hier dicter la croissance de demain. Une fois le sol nettoyé, la plantation commence, et ce que vous plantez est essentiel. Chaque pensée est une graine, chaque vision de vous-même est une graine. Chaque répétition d'une réaction différente, d'une manière d'être différente, est une graine. Le cerveau ne distingue pas nettement entre l'imagination et l'expérience vécue. Lorsque vous vous imaginez vivement calme dans la tempête, patient dans le conflit ou confiant face aux défis, votre cerveau commence à créer des connexions comme si c'était déjà vrai. La répétition devient une pratique, et la pratique devient une seconde nature. Sénèque a observé: la chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Empty. La répétition est la préparation. Plus vous vous entraînez à être celui que vous souhaitez être, plus vous êtes prêt lorsque la vie vous donne l'occasion de le vivre. Il ne suffit pas de planter nonchalamment. Les graines nécessitent des soins. Elles exigent de la répétition, de la patience et de la nourriture. Tout comme les mauvaises herbes ne disparaissent pas en un seul coup, les vieilles habitudes reviennent si vous ne restez pas vigilant. Le jardin de l'esprit prospère sur la constance. La beauté de cette pratique est qu'elle transforme l'imagination d'une source de peur en une source de liberté. Auparavant, l'imagination rejouait peut-être les échecs ou magnifiait les peurs. Maintenant, elle devient une scène pour répéter la force, pour vivre demain avant qu'il n'arrive. Épictète a écrit un jour: « Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu as à faire. » C'est l'essence même de la plantation du futur. Décider à l'avance de la personne que vous souhaitez devenir, puis vivre chaque jour comme une pratique vers cette vision. Mais planter le futur exige de la patience avec l'imperfection. Toutes les graines ne poussent pas en même temps. Tous les jours ne sont pas victorieux. Certains matins, les vieilles mauvaises herbes reviennent, murmurant que rien n'a changé. C'est naturel. Aucun jardin ne se transforme du jour au lendemain. La discipline ne consiste pas à exiger des résultats immédiats, mais à avoir confiance que la répétition portera ses fruits. Il y aura des revers, des jours où vous vous sentirez glisser dans la colère ou le doute, des moments où les mauvaises herbes du passé perceront à nouveau le sol. Mais même cela fait partie du processus. Chaque acte de conscience, chaque fois que vous arrachez une mauvaise herbe, vous renforcez votre capacité à grandir. Avec le temps, vous remarquez moins les mauvaises herbes, car les graines que vous avez plantées fleurissent maintenant avec plus de vigueur.
Ce qui semblait forcé commence à paraître naturel. Ce qui était un effort devient une identité. De cette manière, planter le futur n'est pas un acte unique, mais une pratique de toute une vie. C'est la décision quotidienne de vous voir non pas comme le produit de votre passé, mais comme le jardinier de votre devenir. Chaque pensée, chaque choix, chaque répétition est une autre graine. Et avec suffisamment de patience et de soin, le jardin de votre esprit ne reflète pas d'où vous venez, mais où vous allez. Le passé est peut-être rempli de mauvaises herbes, mais le futur est toujours une terre fertile qui attend que vous y plantiez quelque chose de nouveau. La liberté est un mot qui sonne magnifiquement, mais la vivre est bien plus exigeant que nous ne l'admettons souvent. La plupart des gens imaginent la liberté comme le fait de faire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, mais les stoïciens la comprenaient différemment. Ils savaient que la liberté n'était pas l'absence d'obstacles, mais la maîtrise de soi face à eux. Il ne s'agit pas de confort, mais de résilience. Reprogrammer son cerveau, c'est accepter que l'inconfort fait partie du processus, que la croissance exige de sortir du familier pour entrer dans l'inconnu. Cette maîtrise commence par quelque chose de faussement simple. Le refus de laisser les anciennes réactions émotionnelles gouverner votre présent. Pensez au nombre de personnes qui laissent un seul instant de colère, de tristesse ou de peur façonner non seulement une humeur, mais une journée entière. Puis, répétez, ces humeurs se transforment en tempéraments. Avec le temps, ces tempéraments se durcissent en traits de caractère. La personne qui ressentait autrefois une frustration passagère devient connue comme étant amère. La personne qui se sentait anxieuse est désormais définie comme anxieuse. C'est ainsi que l'identité se forme, non par un choix conscient, mais par une soumission répétée aux réactions. Sénèque nous a prévenus. Celui qui est courageux est libre. Le courage ici signifie ne pas laisser les tempêtes de l'émotion dicter la direction de votre vie, mais plutôt avoir le courage de raccourcir leur emprise et de revenir rapidement à l'équilibre. Bien sûr, ce travail n'est pas facile. Le passé s'accroche fermement, vous murmurant sous la forme de vieilles habitudes et de douleurs familières. La résistance surgit dès que vous tentez d'agir différemment. Mais Carl Jung a observé: il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Reprogrammer son cerveau, c'est endurer l'inconfort du changement. C'est accepter le malaise qui survient lorsque vous ne cédez plus aux émotions qui vous définissaient autrefois. C'est dans ces moments même de lutte que le cerveau commence à apprendre une nouvelle façon d'être. Chaque fois que vous résistez à l'attraction du passé, ne serait-ce que quelques secondes de plus qu'auparavant, vous tracez un chemin vers la liberté. Le travail de la liberté n'est ni grandiose ni spectaculaire. Il se trouve dans les plus petits choix, répétés quotidiennement. Choisir de ne pas réagir avec colère lorsqu'on est provoqué. Choisir de respirer avant de parler. Choisir de remarquer la voix du doute sans la laisser décider de vos actions. Avec le temps, ces petits actes s'accumulent, reprogrammant le cerveau pour qu'il réponde différemment. Mais, que signifie vivre vers l'avant? Cela signifie permettre à l'esprit de guider le corps au lieu de l'inverse. Cela signifie créer une vision de qui vous souhaitez être, la répéter en pensée, puis aligner vos actions avec cette vision jusqu'à ce qu'elle devienne votre nature. Et pourtant, la liberté n'est jamais définitive. Ce n'est pas un prix que l'on gagne une fois pour toutes. C'est une pratique renouvelée chaque jour. Tout comme les mauvaises herbes reviennent dans tout jardin laissé sans entretien, les vieilles habitudes et émotions tenteront de se réinsinuer dans l'esprit. Le travail de la liberté est un travail de vigilance, qui consiste à remarquer quand vous retombez dans de vieilles boucles et à choisir à nouveau de revenir au présent. Avec le temps,
Ces choix remodèlent l'architecture même de votre cerveau jusqu'à ce que la liberté ressemble moins à un effort qu'à une seconde nature. Ainsi, la liberté, au sens stoïcien, n'est pas le confort. Ce n'est pas l'absence de lutte. C'est la capacité de traverser la lutte sans être brisé par elle. C'est la résilience de ressentir la douleur sans devenir cette douleur, d'affronter l'incertitude sans s'effondrer dans la peur, de se souvenir du passé sans y être enchaîné. La véritable liberté commence lorsque l'esprit cesse de tirer l'âme en arrière et apprend au corps à aller de l'avant. Et dès que l'on goûte ne serait-ce qu'une parcelle de cette liberté, on comprend qu'il ne s'agissait jamais de fuir la vie, mais de la vivre enfin telle qu'elle est censée l'être, avec force, clarté et le courage d'être pleinement éveillé. La liberté n'est pas une destination lointaine. Elle naît à l'instant où vous choisissez de ne plus être gouverné par le passé. Chaque pensée que vous orientez, chaque émotion que vous maîtrisez, chaque habitude que vous remodelez est la preuve que vous êtes plus fort que le conditionnement qui, jadis, vous emprisonnait. Les stoïciens nous rappellent que la véritable mesure d'une vie ne réside pas dans le confort, mais dans la résilience. Gardez cette vérité à l'esprit, et vous découvrirez que l'avenir n'est pas une chose à craindre. C'est une graine que vous plantez, ici et maintenant. Si ce message résonne en vous, restez avec nous et visionnez l'une des vidéos suggérées à l'écran pour poursuivre ce cheminement vers la maîtrise de soi et la croissance personnelle. Merci de faire partie de la communauté du Journal stoïcien. Votre chemin vers la liberté ne fait que commencer.